Je crois que chacun de nous naît bien et bon. Je crois que les parents que nous avons, ils nous aiment de tout leur amour, même s'ils ont 10 000 façons de nous le montrer, de nous conduire. L'éducation qu'ils nous donnent découle aussi de l'amour qu'ils nous portent et des ambitions qu'ils portent sur nous. Comment on fait pour que l'enfant devenu adulte, je ne vais pas dire reste fidèle à l'éducation qu'il a reçue, parce que après on ira au fond de l'éducation pour voir est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut, mais qu'il soit le citoyen que l'on veut. Et le citoyen, c'est qui? Ce n'est pas le simple habitant d'un pays. S'il ne fallait que ça, bon, je crois que les pays que nous admirons, même ils ne seront pas là où ils sont aujourd'hui. Par contre, il faut des citoyens. Et le citoyen, c'est le national ou c'est l'habitant qui est conscient de ses devoirs et de ses responsabilités vis-à-vis de son pays. Comment en acquiert-il la conscience s'il n'a pas été éduqué à? Si on ne lui a pas fait toucher du doigt à un moment donné qu'il doit cesser d'être un simple habitant du pays pour en devenir un citoyen. Donc, quelqu'un qui se sente concerné par la vie, par le devenir du pays et qui apporte toute sa contribution. J'ai eu une éducation stricte, disais-je. J'ai même l'habitude de dire parfois que mon papa, il ne m'a pas éduqué, mais il m'a dressé. Le mot n'est pas fort. Et puis, j'ai subodoré très tôt, pas loin d'ici. J'étais là, à Père-au-Pierre. J'ai subodoré très tôt, dès les classes de 4e, 3e, que ma vie devrait être service à la République, service au pays. J'en ai acquis une conscience définitive, je dirais, en classe de première, après avoir lu un livre sur Thomas Sankara. Et au fond, je suis sankariste. Je peux vous l'avouer. On est chez les religieux. À partir de la classe de première, donc, j'ai acquis cette conviction. En considérant que, donc, le service à la République doit se faire avec honnêteté, avec intégrité, avec tout le dévouement possible. À l'université, cela s'est davantage renforcé. J'ai des états de service que modestement je peux revendiquer. Quand j'étais ici, j'ai un ami, Florentin, mon voisin de table. Il habitait Vouillé-Sonard. La seule fois qu'il est allé chez moi à la maison, j'habitais Sainte-Rita. Et je devais partir de là-bas pour arriver ici le matin, rentrer à midi, revenir à 15h, rentrer le soir. La seule fois que Florentin a mis les pieds chez moi, à la fin, il m'a dit « Wilfried, je ne viens plus jamais chez toi. Ton papa, il est trop dur. Et il croit qu'on se triche. Je ne viens plus jamais chez toi. » On est restés bons amis jusqu'à l'université, aujourd'hui encore. Mais effectivement, il n'était plus jamais venu. Parce que mon papa l'a fait asseoir. Et l'a interrogé sur comment on se comporte en classe. Comment ça se passe. Florentin, qui était plus brillant en maths physique, moins en langue, mais nous étions tous champions pour les leçons. On pouvait bûcher 20, 32 pages et revenir le lendemain réciter à toute la classe. J'ai encore le souvenir de ce devoir de dicter question, l'orage dicté, où j'écris tonnerre, un N, 2 R. Lui qui a l'habitude d'avoir 0 en dictée, il a jeté un coup, il a vu et il a mis le doigt sur tonnerre. Et je vois, je dis, je ne corrige pas. J'ai eu un cas de faute. Et la camarade de classe qui m'a battu, Agbela Caroline, elle m'a battu d'un quart de point pour ce devoir-là. Mais je n'avais pas de regret. Parce que c'est comme ça. J'ai été au BPC, composé au CSP. J'arrive le jour de l'examen. Le voisin de table me dit, ah, c'est vous qui êtes ici? Je dis oui. Il dit, on va s'aider. Moi, je suis en seconde, je suis candidat libre, je suis fort en maths physique. C'est tentant pour quelqu'un qui, lorsqu'il a eu 8, 9 en maths, coefficient 5, il est aux anges. Quand il a eu 5, 6, 7, 8 en physique-chimie, il est content. Mais qui, quand il a eu 16 en dictée question, 15 en rédaction, il revendiquait d'avoir un peu plus. C'est tentant, n'est-ce pas? J'avais un répétiteur en maths physique et chimie. Mais ça ne m'amenait pas à avoir 15. Quand j'ai 12, 15, c'est anecdotique. En général, 8, 9, 10. Donc, il me dit ça. Et moi, je le regarde. Le premier jour,
On a fait français. S'il peut regarder sur la copie et voir, tant mieux. Quand je ne veux pas que vous voyez sur la copie, vous ne verrez pas. C'est vrai. S'il peut regarder et voir. Le lendemain matin, j'arrive. Et j'ai eu un pari avec mon papa. Il m'a dit, tu ne vas pas réussir au BPC. Je lui ai dit, je vais réussir. J'avais 9,59 en classe. Et il m'a dit, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui n'a pas la moyenne en classe réussir? Je lui ai dit, je ne sais pas, mais moi, je vais réussir. Donc, quand vous avez eu tout ça, et que quelqu'un vient vous dire, je suis fort en maths physique, vous connaissez vos faiblesses, vous pouvez dire, bon, je prends celui quand même. On a fait le premier jour. Le lendemain et l'après-midi, on faisait les sciences physiques. Il y avait un grand problème. Je faisais mon travail et je trouvais de petits chiffres pour le grand problème de physique. Je lève la tête un coup, je regarde celui qui est fort en physique et je vois qu'il avait de gros chiffres sur sa feuille. Est-ce que c'est moi qui suis dans le vrai ou c'est lui, le connaisseur, qui est dans le vrai? Et puis un instant, je me dis, mais c'est pas aujourd'hui que tu vas commencer à tricher. Et j'ai continué mon travail. Je sors du CSP, je marche, j'arrive à l'étoile rouge et je croise mon répétiteur. Il m'arrête, il me demande, Wilfried, comment tu as fait? Et je lui explique. Il me fait, tu es sûr? Je dis oui. Tu es sûr? Oui. Tu es sûr? 3 fois. J'ai dit oui. Il me dit, si tu es sûr, c'est que tu étais dans le bon sens. Et je dis, ouf, tant mieux. Le lendemain, quand j'arrive, mon voisin, il a le temps de me dire, mon frère, ce que j'ai fait hier, c'était truffé d'erreurs. Et intérieurement, je me suis dit, bon voilà, il faut croire en soi. Pour cette copie, j'ai eu 9. 8,50 en physique-chimie. Et j'ai eu 9 en maths. L'un coefficient 5, l'autre 2. À l'époque, il fallait avoir au moins 25 en français, sinon c'est éliminatoire. À l'arrivée, vous savez ce qui s'est passé? Dans ma classe à OPR, nous étions 44. Sur BPC, c'était 11% au plan national, 92. Nous étions 5,5 dans ma classe. Sur les 44, il n'y en avait que 12 qui allaient en seconde. 3 parmi eux ont eu le BPC, plus moi, qui redoublait, et un camarade de classe, François, qui triplait la classe. On était les 5,5. J'aurais peut-être copié une fausse réponse, je ne l'aurais pas eu. Ma vie aurait été tout autre. Mais parce que j'aurais cessé de croire en moi, j'aurais cessé de me faire confiance. Et ça a continué ainsi jusqu'à l'université. J'ai été responsable de classe, responsable d'amphi à l'université, je dénonçais les tricheurs. J'ai rédigé, je l'ai encore dans mes documents, un manifeste que j'avais titré « À bas la tricherie ». Et puis j'ai rédigé ce que j'ai intitulé « La charte de l'étudiant modèle ». Ça tenait sur une page, un papier A4. Et je placardais dans les amphis. Ceux qui n'aimaient pas, ils allaient déchirer, je remettais. Et puis j'ai rencontré le doyen de la FASGEP à l'époque, à qui j'ai soumis les propositions pour lutter contre la tricherie devenue endémique dans notre faculté. Il m'a reçu debout devant la FSA. J'avais constitué une petite brigade de 3-4 années, on était 5, et non, on faisait que ça, lutter contre. Il me dit, quand est-ce que vous êtes venu ici, vous entendez parler de tricherie? Moi, ça fait 10 ans que je suis ici, j'en ai jamais entendu parler. Mais vous pensez que vous faites du bien? Si je suis un chef d'entreprise et j'apprends que vos diplômes sont entachés de fraude, est-ce que vous m'encouragez à vous recruter? Et puis, je vais vous dire une chose. Ce que vous faites là, si demain, je vois ça dans un journal, vous êtes foutu dans ma faculté. Ils ne savaient même pas que j'étais journaliste dans le temps, parce que dès la première année, j'étais déjà à la presse. C'est moi. Et au fil des années, j'ai affiné cela, parce que je crois que c'est des qualités, c'est des valeurs. On est ainsi. Tout le monde n'a pas le devoir d'être ainsi, mais moi, pour la projection que j'ai toujours faite de ma vie, de mon parcours, je me suis imposé des exigences. J'ai fait 20 ans de journalisme, 20 ans de journalisme politique. Et je peux vous le dire la main sur le cœur, je mets au défi. Il n'y a pas un homme politique béninois qui dirait « J'ai donné 100 000 francs à Wilfried pour écrire pour moi » ou « Je lui ai donné 100 000 pour écrire contre mon ennemi ». Il n'y en a pas. Et tous, ils m'ont toujours respecté, sauf aujourd'hui. Mais j'y viens. Tous, tous. Je suis honnête, je le revendique. Et c'est pour ça que parfois, quand on lit des choses, on entend certaines choses, on peut être frustré. Et parfois, on se dit, mais ceux qui nous connaissent,
Ils pensent que du jour au lendemain, on a pu changer, on est devenu le contraire de ce qu'on a toujours été, ce qu'on a toujours prôné. J'ai dit tout à l'heure que le père, il m'a connu à côté. Curieusement, cette rue, elle concentre une bonne partie de ma vie. Hein. Parce que au pied, et puis la nation, j'ai passé 12 ans de ma vie là. 12 ans. Je connaissais personne. Ils ont fait un test, j'ai participé, j'étais premier. Ils m'ont retenu. Avant de nous engager, j'ai fait la presse privée. Le comité qui a organisé le test de recrutement, ils ont reçu individuellement pour jauger la culture générale. Moi, je veux un emploi stable. Là où j'étais, j'en suis parti avec 3 ans d'impayé. 75 000 francs à l'époque. Fois 12, fois 3. À ce jour, jamais récupéré. Mais parce qu'il n'y en avait pas. Que ça venait une fois en passant. Et c'est pour ça aussi que je cherchais quelque chose de plus stable. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait un test, je l'ai passé. J'ai fait le test. On m'a retenu, on a été à l'entretien. Comme on nous a demandé de produire dans notre dossier quelques-unes de nos productions, j'ai soumis des éditoriaux, des papiers de commentaires que j'avais produits avant. Et moi, je demande au jury, est-ce que vous avez bien lu les tests que je vous ai soumis? Parce que je savais que c'est le journal de service public. La Nation quand même. Je leur ai demandé si vous avez bien lu. Et ils m'ont dit, oui, on a lu. C'est pour ça qu'on vous a appelé. Parce qu'on a besoin de gens qui peuvent analyser. Alors j'ai été retenu, j'ai commencé. Et très vite, ce que je faisais dans le privé, j'ai recommencé à le faire. J'ai continué avec la même rigueur, la même honnêteté intellectuelle. Apprécier quand je pense que c'est bon, mais avec beaucoup d'enthousiasme. Critiquer quand je pense que c'est pas bon, en disant pourquoi. Je dis critique, je ne dis pas injure, je ne dis pas calomnie, je ne dis pas invention. Je faisais ça. Et comme on a affaire aux jeunes étudiants, je suis arrivé là le 15 septembre 2014. En avril 2006, le président Boni Yayi arrive, n'est-ce pas? Je n'ai pas voté Boni Yayi. 3 semaines après son investiture, j'étais devenu yaïste. Vous savez pourquoi? Les plus jeunes, vous savez pourquoi? Parce qu'il avait commencé à faire exactement ce que le président Talon fait aujourd'hui. La rigueur, l'exigence. J'ai dit, Ete Homo, voilà l'homme qu'on attendait. Curieusement, les camarades, les collègues qui avaient voté pour Yayi, au bout de 3 mois, 6 pour les plus résilients, oh, on n'en veut plus. Il est trop dur, c'est un dictateur. Et moi, je lui disais, c'est lui qu'il nous faut. On s'est trop amusé dans le pays. Voilà enfin quelqu'un qui vient nous mettre au travail. Et les plus âgés me disaient, Wilfried, tu vas être déçu bientôt. Mais nous, on a vu le début du PRPB ici. 72, tu n'étais pas né. Et c'était comme ça, l'enthousiasme. Et puis après, tout est parti en vrille. Non, tu vas être déçu. Je dis, bon, en attendant, il fait bien. Je le soutiens. Une personnalité que vous connaissez bien, avec qui j'ai des liens particuliers, m'a appelé en juillet 2006, 3 mois après l'arrivée de Boni Yayi. Connaissant ma plume habituellement critique et voyant ce que je produisais de l'action du régime, m'appelle, on discute, et il me dit, mais qu'est-ce que tu penses de ce monsieur? Et je lui dis, ce monsieur-là a de la bonne volonté. Oh, quelle bonne volonté. Quelle bonne. Je dis, si vous dites ça parce que vous pensez déjà à 2011, à mon avis, il faut l'observer encore 2-3 ans. Parce que s'il continue comme ça va être irrésistible. Et je lui ajoute, je serai capable de faire campagne avec lui en 2011. J'ai résisté jusque vers fin 2007 pour constater à mon corps défendant que ce n'était pas aussi solide que je le croyais. Peut-être que vous les plus jeunes, vous ne verrez pas, vous ne savez pas de quoi je parle. Mais je donne un seul exemple. Celui qui était venu nous remettre au travail. Jeudi 27 décembre 2007. Il était dans une activité au Palais des Congrès. Il était midi et puis il se lève et dit, la journée est chaude. Parce que je vous offre un concert. J'offre un concert au peuple pour les fêtes de fin d'année. Je dis non, c'est pas possible. Donc je fais un petit papier, une décision inopportune.
Ça se fâche au palais. Avant ça, on m'a appelé au palais, quelques mois avant, pour me proposer de venir prendre un poste. J'ai dit non. Ah bon, vous ne voulez pas de poste? J'ai dit non. Ce que je fais, vous aimez, c'est parce que je crois que c'est bon. Si demain je pense le contraire, je vais le dire avec rigueur. Pourtant, en ce moment-là déjà, je savais qu'à un moment ou à un autre de mon parcours, je finirais à la présidence de la République. J'ai toujours senti. J'ai eu l'opportunité, j'ai dit non, je ne le ferai pas. Donc, fin 2007, début 2008, j'ai cessé d'y croire. Cela ne m'a jamais empêché. Chaque fois qu'il y a eu une action et j'ai pensé qu'elle était bonne, de le souligner et d'applaudir. Et mêmement, quand j'ai cru le contraire. Tout à l'heure, j'ai aperçu le président Jean-Baptiste Elias. S'il est encore là, il a eu un collaborateur, c'est un aîné, Sani, je crois. Il était au FONACO à la NLC, M. Sani. On s'est retrouvés une fois en escale, en 2013-2014, sur Bruxelles. Je ne croyais plus du tout en Yahi parce que déçu. On s'est retrouvés quelques Béninois, chacun venu sur son vol. Et puis il y a eu quelques Ouest-Africains qui passaient. Quand ils nous ont reconnus, oh les Béninois, et ils se sont mis à se moquer de notre président. Et je me suis levé, je leur ai fait la leçon. Un des compatriotes m'a dit, mais Wilfried, c'est quoi? Toi et ton ami Yahi. Et j'ai dit, les gars, on n'est pas à Cotonou ici. Ici, on défend le Bénin. Arrivé à Cotonou, on va régler nos problèmes avec Yahi Boni. C'est Wilfried. Et je n'ai jamais eu de regret à faire ça. Parce que c'est intrinsèquement moi. Je n'ai jamais eu de regret. Pour le Bénin, en tout cas, moi, je donnerai ma vie. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, au-delà de ce qui se répand, ce qui se raconte sur les réseaux, le jour où je serai mort, si vous vous réunissez, vous dites, bon, il a quand même un peu aimé le Bénin, il s'est donné, il mériterait qu'on mette le drapeau sur son cercueil, je serai le plus heureux parmi les autres là-bas. Je ne demande pas plus. Et donc, si malgré les controverses qu'on entend, même à propos de votre humble serviteur, le père Guénounon, a pris le risque de l'inviter, parce qu'il considère qu'il incarne des valeurs, je crois que c'est pour cause. Et pour en venir à ce que j'ai été journaliste, et j'ai été un journaliste généralement critique, mais honnête et intègre. Aujourd'hui, je ne suis pas journaliste. Je suis un serviteur de la République à un autre niveau et ça n'a rien enlevé à mon intégrité, à mon honnêteté. Rien. Mais il y a beaucoup qui m'ont connu journaliste et qui pensent que le porte-parole du gouvernement, quand il vient à la télévision, il doit faire de l'analyse politique. Il doit dire, le gouvernement auquel j'appartiens a pris telle décision qui ne me semble pas tout à fait juste, tout à fait opportune. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'expliquer pourquoi on a pris telle décision. Je suis sûr que c'est le rôle le plus facile dans la République. Je suis sûr parce que dernièrement, j'étais sur Abidjan, où ils ont pris la décision d'instaurer le visa entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères ne veut pas expliquer. Le ministre porte-parole du gouvernement ne veut pas expliquer. Les deux se renvoient la balle. Et le ministre porte-parole dit, ça c'est envoyer les gens se faire griller parce que ce n'est pas un sujet agréable dont il faut aller parler. Donc je pense que c'est le rôle le plus facile dans la République. On a connu autre chose avant. Il y a autre chose qui se passe ici. Sans vouloir entrer dans les détails, mais que je peux vous dire en privé. Je peux vous dire la main sur le cœur. Depuis bientôt 8 ans que je suis aux côtés du président Patrice Talon, je m'occupe de gérer mon salaire et pas plus que ça. Je n'ai pas une entreprise qui capte des marchés. Il n'y a aucun directeur de société publique ou privée qui va vous dire que Wilfried est venu négocier un marché. Il n'y en a pas. Je ne gère pas de budget où on va dire il a volé. Le budget, si vous pouviez savoir, si vous pouviez savoir, le budget de la direction de la communication entre 2016 et 2021 a tourné autour de 160 et quelques millions. Et c'est essentiellement pour du matériel. Aujourd'hui, on est autour de 240 millions.
globalement du matériel. Et je n'achète pas. Quand mes services ont besoin de ça, j'écris à la direction de l'administration et des finances pour dire mes services ont besoin de ça. Je ne sais pas qui vous consulter pour livrer, pourvu que nous ayons le matériel pour travailler. Quand c'est ainsi, comment je peux avoir volé pour être en train de mettre 300 millions dans une maison à Fidjinocé avec piscine et jardin que vous avez vu? Mon fils, quand il a vu m'envoyer, il dit, papa, on dirait que je n'ai pas vécu dans la même maison. Je dis, laisse-les. Il dit, oh, je savais que tu vas banaliser. Je dis, oh, laisse-les. Grand bien leur face. On projette sur les autres, en général, ce qu'on est. Moi, je suis honnête, et je crois que vous êtes honnête. Je suis intègre, et je crois que vous êtes intègre. Je suis un patriote fondamental, et je crois que vous l'êtes. C'est ma marque de fabrique. Après, je suis heureux quand même lorsque, hors caméra, hors réseaux sociaux, j'ai entendu qu'il y avait un député démocrate dans la salle. Dernièrement, l'un d'entre eux de mes amis, parce qu'on est tous des frères en tant que Béninois, il m'a vu, il dit, Ngweji, je suis ton opposant, mais ton travail, franchement, chapeau. Ngweji, j'ai dit que je suis ton opposant, hein, mais ton travail, franchement, chapeau. On peut ne pas partager les mêmes conditions. On peut diverger sur les approches, mais le fondamental reste que ce qui peut être apprécié au plan objectif, rien ne nous empêche de dire, comme on dit chez moi, voyons qu'un homme en quoi. Maintenant, il faut dire, il y a qu'un homme, il n'y a pas. Comme Soglo l'a fait la dernière fois, et puis on m'a dit, mais quand le président Soglo il dit du bien de vous, vous faites mousser. Je dis, c'est mon travail. S'il dit du mal, vous voulez que j'aille dire que le président Soglo a dit que nous ne travaillons pas bien. C'est pas mon job. Il y a des gens qui vont le faire. Et je vais même dire qu'ils le font, mais ils sont trop durs avec nous. Ils sont trop durs avec nous. Donc, ces questions d'éducation, je crois, mon père, qu'on vient parfois avec une partie, la famille essaye de consolider pour nous. Je vous donne un exemple. J'étais en 3e ici. Mon papa, un jour, je rentre, il me dit, Wilfried, tu vas me faire un courrier. Il s'est écrit, il a été à l'école, mais il dit, tu vas me faire un courrier. Tu vas écrire au service des impôts pour leur dire que je ne reçois pas d'avis d'imposition. Donc, il veut comprendre. Et moi, j'ai fait le courrier, il a envoyé. Je ne comprenais pas grand-chose à ce que c'était, mais j'ai fait le courrier. Un samedi matin, on est à la maison, et puis on sonne. Quand on va ouvrir, il y avait 3 jeunes gens qui viennent voir mon papa. Il s'est passé quoi? Le papa, de regretter mémoire, c'est Étienne Ngweji. Il y a quelqu'un, lui, il était déjà décédé à l'époque, il est Étienne A. Ngweji. Ils étaient à Papa, nous on était à Sainte-Rita. Les avis d'imposition de mon papa allaient chez eux. Donc ces enfants ont accumulé en disant notre papa n'a pas de maison à Sainte-Rita. Et ce samedi-là, il débarque chez nous avec les avis d'imposition. Donc quand ils sont partis, papa il m'explique, il dit bon, maintenant tu vas leur faire un nouveau courrier. Et tu vas dire que comme je leur avais écrit, ils n'ont pas fait leur boulot. Maintenant j'ai les avis, mais je vais payer par tempérament. Bon, voilà un citoyen qui réclame ses avis d'imposition. Et ce dont je parle, on est en 1992-93. Moi, où j'habite, ça m'est resté. Je suis allé au service des impôts la première année. Ils m'ont dit, votre zone n'est pas encore répertoriée. Donc, il faut qu'on paye les impôts. J'ai dit, mais vous là, vous êtes comment? Quelqu'un veut vous donner l'argent pour le pays. Et vous refusez. Prenez d'abord. Et après, quand vous aurez répertorié la zone, s'il faut payer plus ou moins, on saura. Mais vous me dites au jour d'aujourd'hui, à peu près. Je l'ai fait. En plus, en disant, du fait de mes responsabilités, il ne faut pas qu'un jour, les gens disent, bon, il est là, il ne paye pas d'impôts. Donc, j'ai commencé à payer parce que je me suis souvenu de ça. Avant même que la zone ne soit répertoriée. Dernier exemple pour finir, comme c'est un partage d'expérience. Et moi, quand je vous dis ces choses, je vous le dis, vous l'aurez remarqué avec la plus grande aisance, je n'invente rien, ça coule. En général, dans ma voiture, quand je vais en mission à l'intérieur du pays, j'ai des drapeaux du Bénin. J'ai une relation particulière avec, depuis. Et depuis au moins 2007,
je ne sais plus dans combien de communes du Bénin, j'ai été faire remplacer des drapeaux. Si vous faites attention autour de vous, vous allez voir qu'en général, on ne prend pas soin du drapeau. Vous allez voir des chiffons, ou bien c'est tellement délavé, c'est effiloché. Et il y a des cadres qui vont le matin, lundi ils montent, le vendredi ils viennent descendre et ils disent qu'ils saluent le Bénin. J'ai vécu une scène qui m'est restée. J'étais en 5e. En ce moment, j'étais à Cobert. Et on habitait en face de la brigade territoriale. Un vendredi soir, j'arrive à la maison. Un de nos aînés de la maison, il était en première. Aujourd'hui, c'est un prêtre. Le père Grenon peut le connaître. Il paraît qu'il est à Rome. Hilarion Chibozo. Hilarion Melon Chibozo. Un de nos aînés, les gendarmes sont venus le chercher, ils l'ont coffré. C'était un conteneur qui faisait office de violon. Vendredi, samedi, dimanche, ils l'ont élargi. Son aîné, Clément, un autre aîné, camarade à lui, que les gens de l'église peuvent connaître aussi, parce qu'il a été mon maître catéchiste. Ils l'ont appelé, et à tout de rôle, ils lui ont donné des coups dans la main, pour dire que ce n'était pas digne de lui. Mais il s'est passé quoi? Les gendarmes ont dit que quand il entrait à la maison, on descendait le drapeau et il n'a pas marqué l'arrêt. C'est la fin des années PRPB. On est en 87, 86, 87. Et moi, 11 ans, pourquoi pour le drapeau, on pouvait faire ça, frapper quelqu'un? Ça m'est resté. Et quand j'ai eu les possibilités, je vais, en général, je lève les yeux, je vois. Que ce soit à Cotonou, que ce soit à Kalalé, que ce soit à Sirandé, dans les commissariats, dans les écoles, vous avez des personnalités illustres, je ne donne pas de nom parce que je ne vais salir personne, qui, sachant que Wilfried fait ça, quand il remarque dans l'administration, depuis, pas maintenant seulement, il y a un tel problème, on appelle Wilfried, on dit, est-ce que tu peux me donner un drapeau? Personne ne me demande où est-ce que tu commandes. À combien? Est-ce que tu peux nous commander ça, on va payer? Est-ce que tu peux nous donner un drapeau? Moi, je le fais de ma poche. Depuis au moins 2007. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous.